Bonsoir et bienvenue dans le Grand Direct. C'est parti pour une heure d'information. À la une ce soir, la PMA pour toutes, de nouveau débattue à l'Assemblée. Le projet de loi bioéthique devrait être définitivement adopté en juillet, malgré l'opposition de la droite. Certaines, vous allez le voir, n'ont pas attendu l'adoption de la loi et se sont tournées vers l'étranger pour réaliser leur projet d'enfant. Témoignage à suivre. Le procès en appel de l'affaire Air Cocaïne s'est ouvert ce matin à Aix-en-Provence. 6 accusés comparaissent dans cette affaire hors norme de trafic de stupéfiants entre la France et la République dominicaine, dont les 2 pilotes condamnés à 6 ans de prison en première instance. Et puis plus que 2 jours avant l'allègement du couvre-feu qui sera porté à 23h, impatience des restaurateurs qui pourront servir en salle, impatience aussi des clients croisés sur les terrasses de Nice. L'ouverture de la PMA à toutes les femmes, de retour donc à l'Assemblée aujourd'hui. Principale mesure du projet de loi bioéthique qui est débattu pour la 3e fois par les députés. L'opposition de droite n'a pas dit d'ailleurs son dernier mot et a déposé près des 2/3 des 1550 amendements. La mesure qui cristallise tous les débats, c'est l'extension de la PMA aux couples de femmes et la reconnaissance anticipée, c'est-à-dire ce qui permet à la compagne d'une femme enceinte d'être reconnue elle aussi comme la mère de l'enfant. Témoignage ce soir dans le Grand Direct d'une mère de 2 enfants dont la compagne justement a eu recours à 2 reprises à la PMA en Espagne. Sébastien Serrano. Margot, tu descends avec Rookie. Rookie. Allez, viens mon doudou, viens. Allez, tu viens, Margot, Aujourd'hui, pour Margot, 8 ans, c'est jour de préparation d'un exposé pour l'école. Magali et Annie, les parents de la petite fille, sont attentifs. Au programme, cours de sciences sur les reins. Là, je ne sais pas encore, vu que là, il y a un tuyau et 2 tuyaux, mais sur ça, il n'y en a pas là. Ah. Si aujourd'hui tout a l'air paisible dans cette petite famille, le chemin pour en arriver là a été compliqué. Il y a 14 ans, c'est pour donner naissance à Victor que Magali et Annie ont eu recours à la procréation médicalement assistée. Impossible en France, direction l'Espagne pour des démarches interminables. Il y a un processus qui se met en place et puis il faut revenir en France, il faut trouver un gynécologue qui est d'accord pour nous suivre parce qu'il y a des piqûres à faire, il y a tout un processus à faire. C'était pas facile là dans la région, mais bon, on a trouvé quand même. Et donc voilà, donc il y a les prises de sang, il y a les visites chez le gynécologue, il y a les piqûres et puis il y a le départ. Il faut partir parce que va y avoir l'insémination dans les 48 heures. Donc voilà, il y a eu beaucoup de trajets en Espagne. C'était long, c'était dur, le retour, l'attente, les 15 jours d'attente, et puis si ça a fonctionné ou pas. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut protéger nos enfants, donc il faut que cette loi tombe. Il faut arrêter tous ces trajets, là, c'est vraiment hyper pénible, c'est onéreux aussi. Une fois ces démarches passées, vient le combat du quotidien. C'est Annie qui a porté les enfants, légalement c'est donc elle, la mère. Pour Magali, comme pour tous ceux qu'on appelle les seconds parents, il est beaucoup plus compliqué d'exister. En fin de compte, cet enfant qui naît, eh ben, elle a juste une maman, donc d'où cette loi qu'il faut mettre en place rapidement, parce que la deuxième maman ou le second parent, bah, il n'est pas reconnu par la loi. S'il se passait quoi que ce soit, si mon enfant à l'école il tombait, il fallait le faire opérer et tout, bah, je ne pouvais pas dire allez-y, opérez-le. Non, j'avais aucun droit, j'étais rien. Promesse de l'ancien chef de l'État François Hollande, le projet de loi bioéthique peine à être adopté. Voilà pourquoi le texte examiné pour la 3e fois à l'Assemblée à partir de ce lundi est porteur de promesses pour de nombreuses familles. Il faut toujours prouver qu'on est capable d'eux. Alors que oui, on est capable d'eux, on est des parents comme les autres parents. On n'est pas moins bons ou plus bons. Les enfants, ils ont les mêmes problèmes que dans les autres familles, à l'école avec les copains. Voilà, ça se passe exactement pareil. Prochaine étape le 24 juin prochain, date du nouvel examen du texte au Sénat. La loi, elle, devrait être définitivement adoptée en juillet. Nouvel épisode à présent dans le long feuilleton judiciaire de l'affaire Air Cocaïne. 6 accusés comparaissent à partir d'aujourd'hui devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont les 2 pilotes qui ont toujours crié leur innocence. Souvenez-vous, en 2013, un chargement de près de 700 kilos de cocaïne avait été découvert dans un jet privé en République dominicaine. Un des avocats des 2 pilotes avait demandé le report du procès. Ces recours ont tous été rejetés. Votre avis sur cette décision ? Écoutez, 2 choses. D'abord, un refus de renvoi et une comparution dans des conditions qui ne nous paraissent pas conformes pour 2 témoins. Et puis, par ailleurs, une mise en liberté qui n'est pas ordonnée. Donc, un homme qui est jugé, détenu, avec un appel maintenant très ancien pour lui, une détention très longue, et un délai qui est considéré comme raisonnable, alors qu'il est plus long que le délai maximum prévu par la loi dorénavant. Voilà, pour nous, ce n'est pas un augure très favorable.
Nouvelle étape du déconfinement dans 2 jours maintenant. Le couvre-feu sera repoussé ce mercredi à 23h. La réouverture des restaurants en intérieur, le télétravail assoupli. À Nice, avec l'été qui approche, évidemment, on attend avec impatience l'allègement de ces restrictions. Julie Druot, Nicolas Laurent. Bientôt fini, le stress de terminer son verre à temps. Le couvre-feu s'assouplit dès mercredi. Il passe de 21h à 23h. De quoi enthousiasmer les habitués des terrasses de café. On croise les doigts. Et ça s'annonce bien pour 23h. Un peu tôt encore, mais on va faire avec. Pour eux, ça va leur faire un grand boule de l'air, beaucoup d'air. D'ailleurs, ça se voit aux gens sur les terrasses, le sourire. Ils ont le sourire. Une étape supplémentaire très attendue par les professionnels. À partir du 9 juin, ils pourront effectuer un 2e service dans la soirée. Fini alors la frustration de la fermeture à 21h. C'est surtout le soir au niveau de la tranquillité des personnes qui vont manger dans le restaurant parce qu'ils auront 2 heures de plus installées à table et surtout moins de stress, moins de pression à cause du couvre-feu de 21h. Autre bonne nouvelle, les restaurateurs pourront accueillir leurs clients à l'intérieur de leur établissement. Même limité avec une jauge de 50%, cet assouplissement est précieux. Ça change beaucoup de choses, hein. Ça c'est sûr et certain. Puis on va pouvoir regarder les matchs à l'intérieur et tout ça, les événements sportifs, donc ça va ramener encore plus de monde, donc c'est super. Une étape de plus vers un retour à la normale, avant le 30 juin prochain et la suppression totale du couvre-feu. On en parle avec notre invité David Cosette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes propriétaire de l'hôtel Bord, hein. Ça se trouve tout près du port de Hyères, les Palmiers dans le Var, c'est bien ça, hein? Oui, exactement. Alors donc, ce nouvel assouplissement des règles sanitaires qui arrive ce mercredi, d'abord on imagine que ça vous réjouit, vous l'attendez avec impatience. Oui, parce que c'était pas simple, parce que en fait tout le monde débarquait en terrasse sur le coup de 19h, voulait être servi assez rapidement et comme tout le monde voulait sortir, nous on avait tous les soirs, on était à bloc, mais ce qu'on fait d'habitude sur une soirée complète, sur 4 heures de temps, là il fallait le faire en 2 heures, donc c'était un petit peu stressant et c'était donc forcément compliqué pour bien servir les gens. Alors vous êtes aussi en hôtel, hein, bien sûr, vous avez des chambres, est-ce que vous tourniez au ralenti ces dernières semaines, comment ça se passait ? Le week-end, on était plein systématiquement depuis mi-mai à peu près. Et en semaine, on est à peu près à 50%. Pour nous, le départ de la haute saison, c'est clairement le mi-juin chaque année. Et donc là, à partir de dans 8 jours à peu près, ce sera complètement différent. Pour nous, la très haute saison, c'est de mi-juin à mi-septembre. Alors ce que vous nous dites, c'est que ces dernières semaines, les restrictions sanitaires n'ont pas changé grand-chose pour vous en fait. Si, parce que avant que les terrasses soient ouvertes, on était en room service et où on essayait d'assurer quand même un service sympa pour les clients et de pas tout envoyer sur un plateau. C'était d'abord l'entrée, puis le plat, puis le dessert. Mais les serveurs faisaient ça en aveugle, ils montaient dans les étages en essayant d'imaginer à peu près vers quelle heure les clients allaient terminer leur plat, donc c'était pas évident. Et puis après, là, en fait, on s'est retrouvé avec l'ouverture des terrasses à faire des amplitudes dignes du mois d'août en termes de fréquentation, tout ça. Et, sauf qu'on n'est pas staffé comme sur un mois d'août, on est staffé pour un mois de mai. Et donc, je peux vous assurer que c'était quand même du sport. Vous avez des difficultés à trouver du personnel ? Un petit peu, mais je ne dois pas faire partie des plus malheureux parce qu'on a gardé une très grosse partie de l'équipe de l'année dernière. On a juste un petit peu renforcé. Il manque encore un peu du monde pour la haute saison. Il manque quelqu'un en cuisine, il me manque une femme de chambre, il me manque quelqu'un au service. J'espère que ça va se mettre en place. On n'est pas encore tout à fait opérationnel pour attaquer la haute saison. Voilà, donc l'annonce est passée. Pour vous, qu'est-ce qui va être déterminant cet été finalement ? C'est plutôt l'espoir du retour d'une clientèle étrangère ou bien au contraire, vous misez tout sur la clientèle française qui va plutôt rester en France a priori ? Moi, je prends qui veut bien venir. Franchement, que ce soit clientèle étrangère ou française, peu importe. Ce qu'on est sûr, c'est que comme l'année dernière, on aura beaucoup de monde. On se le disait entre confrères ici sur la côte autour de Hyères. Et surtout, on sent que les gens ayant été sevrés tout l'hiver ont vraiment envie de consommer. Nous, on le voit sur des cocktails, sur du poisson sauvage, sur du champagne, des choses comme ça. Le ticket moyen est quand même un peu plus élevé que d'habitude. Donc forcément, pour tous les professionnels du tourisme, c'est une vraie bonne nouvelle. Et donc vous misez sur l'envie de se faire plaisir des gens. Alors, exactement. Je crois que vous avez ouvert, rappelez-nous, l'année dernière, à peu près au moment du premier confinement. Finalement, vous en êtes plutôt bien sorti. Qu'est-ce qui vous a permis de traverser cette année de crise ? Les aides, clairement, tout au long de l'hiver. Et puis, même si ça n'a pas été simple à gérer psychologiquement pour tout le monde, tant pour nos salariés que pour nous-mêmes,
franchement, faut le dire, on est dans un pays où on est soutenu, où on est aidé. On aime bien être négatif quand on est français, mais il faut aussi être un petit peu positif. Et nous, on a eu cette chance. On n'était pas au ski. Je vois des collègues qui sont au ski. J'ai un ami qui a un hôtel au Lavandou et qui a également un hôtel au ski. Il a été fermé tout l'hiver. Nous, par chance, l'année dernière, on a pu ouvrir début juin, on a fait un bel été. Et là, on a pu ouvrir au moment où il y a quand même beaucoup de monde. Donc, même si c'est pas facile à gérer, on s'en sort et on n'est pas en péril financièrement parce qu'on peut faire le plus gros de notre saison quand même. David Cosette, pour terminer, comment vous envisagez la suite? Vous êtes optimiste? Vous pensez que cette crise est bel et bien derrière nous? Il y a tellement d'infectiologues qui ont parlé à la télé depuis 2 ans que moi, je n'en sais rien. Je ne fais qu'écouter. Sur le plan économique, vous êtes optimiste? Sur le plan économique, on est obligé d'être optimiste parce que les gens qui n'ont rien consommé pendant 1 an, on y revient, ont envie de se faire plaisir. Donc nous, on est quand même sur le tourisme, sur quelque chose qui génère du plaisir. Donc oui, moi je suis raisonnablement confiant, sauf si j'entends qu'il y a un nouveau variant de je ne sais quel pays ou je ne sais quelle vague maintenant. Dans l'ensemble, tout le monde est en train de se faire vacciner. Oui, je suis raisonnablement optimiste. Mais on est obligé d'être optimiste, de toute façon. Moi, depuis le début que j'ai repris cet hôtel, il valait mieux que je sois optimiste, vous savez. On imagine. Merci beaucoup, David Cosette, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes propriétaire de l'hôtel Le Bord. C'est tout près de Hyères-les-Palmiers. Ça se trouve dans le Var. Beaucoup d'habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur attendaient justement avec impatience de pouvoir aussi faire des petites virées du côté de l'Italie. C'est désormais possible sans même passer de test PCR. On va voir à quelles conditions, notamment avec ce reportage du côté de Vintimille de Claudia Olivier. Dis-moi, il y a combien dans le bout là? Il me faut 500 grammes. Ouais, il y en a. Voilà 1 an et demi que Michel et sa femme n'avaient pas mis les pieds à Vintimille. Aujourd'hui, ils sont ravis de pouvoir revenir sans test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. On est venu faire les courses, on allait habituellement ici, qui est un grand spécialiste, et on est heureux de retrouver la liberté, et eux sont sans doute heureux de retrouver des clients, parce que ça a été sans doute très difficile pour eux. Depuis mercredi dernier, un arrêté du ministère de la Santé italien a assoupli les mesures d'entrée dans le pays, une décision qui soulage ce commerçant. J'espère qu'on ne fait pas comme l'année passée, on espère que maintenant avec les vaccinations et tout, on recommence la liberté, la tranquillité. Qu'est-ce qu'on a perdu avant? Et c'était un peu triste. Les Azuréens peuvent se rendre librement en Ligurie sous certaines conditions, résider à moins de 60 km de la destination et pour un séjour de moins de 24 heures, une sensation de liberté retrouvée. Non, sans contrôle par l'autoroute, la vie reprend son cours. Ça fait plaisir. Pas besoin d'aller prendre un rendez-vous pour un test. On passe la frontière d'un côté, on repart de l'autre côté. C'est magnifique. Autre bonne nouvelle, la région est passée en zone blanche. En plus de la fin du couvre-feu, les restaurateurs peuvent de nouveau, avec une demi-jauge, accueillir les clients dans leur établissement. C'est la fin d'un cauchemar. C'est la fin d'un cauchemar parce qu'on a beaucoup souffert jusqu'à fin avril. Là, tout est reparti encore mieux et plus fort. Et même en ville, vous avez constaté, les Français sont revenus. Et nous, Vintimille, sans les Français, on est morts. Ce commerçant compte donc beaucoup sur les clients français, qui représentent plus de 80% de sa clientèle. On en vient à la campagne des régionales. À présent, on le sait, en PACA notamment, les thématiques sécuritaires se sont invitées dans le débat. Ce matin, la tête de liste Rassemblement National, Thierry Mariani, présentait le volet sécurité de son programme à moins de 2 semaines du premier tour du scrutin. Alexis Ricard. La sécurité n'est pas une compétence directe de la région. Thierry Mariani le sait, alors dans le volet sécuritaire de son programme qu'il a présenté ce matin, il sait qu'il a peu de marge de manœuvre et se concentre sur d'autres domaines précis gérés par la région. Donc on a la compétence des trains, on a la compétence des lycées, on a la compétence de l'aide aux communes. Et bien dans ces 3 domaines, la région peut intervenir sur la sécurité. Parmi les propositions de la liste Rassemblement National, celle concernant la sécurité dans les trains et les gares. Pour cette vraie police régionale des transports, 3 mesures. Tout d'abord, sa création, son organisation sous l'autorité du préfet de police, le recrutement de 70 agents par an pour atteindre un effectif de 500 agents en fin de mandat, et puis aussi l'installation de postes dans les gares d'Avignon, de Toulon et de Nice, de postes intégrés dans les gares, comme il en existe déjà un à la gare Saint-Charles de Marseille. Là aussi pour faciliter l'action de nos agents, mais aussi pour installer une présence physique. Ils promettent que les lycées feront l'objet d'un audit de sécurité et recevront aussi des renforts de personnel répartis en 16 unités mobiles de sécurisation.
soit la promesse de 160 agents recrutés. Autre volet, la lutte contre les violences faites aux femmes, avec la création d'un numéro d'urgence gratuit ou encore d'un wagon de sûreté assurant d'une présence humaine dans chaque TER à partir de 21h. Dernière priorité, c'est les agressions et la sécurité des femmes. Eh bien, nous voulons que, par exemple, mettre à disposition un certain nombre d'appartements relais, de maisons, parce que quand il y a des violences conjugales ou des violences extra-conjugales, on s'aperçoit que très souvent, il n'y a rien de prévu. Enfin, l'aide aux communes favorisera les projets de sécurité locaux dans une limite de 20 millions d'euros par an. Pour 1 euro investi par une commune, la région ferait de même si l'on en croit le programme de Thierry Mariani. Thierry Mariani qui était dans le viseur ce week-end de Renaud Muselier, la tête de liste des Républicains, qui tenait meeting samedi à Fréjus. Alors que les listes de droite et d'extrême droite sont au coude à coude dans les sondages, Renaud Muselier a reçu la visite et le soutien de Christian Jacob, président du parti Les Républicains. Tout semblait pardonné ce week-end après l'alliance ratée de Renaud Muselier avec la majorité. Écoutez-les au micro de Julie Drouot. C'est derrière, je vous dis, voilà. C'est derrière. J'ai eu 2 fois la commission d'investiture qui m'a soutenu. J'ai eu 5 abstentions, 3 contre et 68 pour. 2 fois de ma famille. Voilà. Donc on ne va pas recommenter le commentaire du commentaire. On est en campagne. Et dans cette campagne, on va se mettre bilan à bilan. Ça va être vite fait. D'équipe à équipe. Ça, alors là, on va comparer la compétence des uns et l'incompétence des autres. C'est une évidence, sa famille, Renaud est comme moi, vous savez, on a été RPR, on a été UMP, on est républicains ensemble, donc ça n'est pas un sujet, sauf que le sujet c'est que tout le monde doit être rassemblé. Et puis chacun doit prendre ses responsabilités, qui aujourd'hui a la compétence de gérer cette grande région. Renaud a démontré qu'il avait cette compétence. Et c'est cela, le seul débat qui vaille aujourd'hui, c'est celui de comment assumer ses responsabilités demain à la région, sur les lycées, sur les transports, sur l'activité économique. Donc on n'est pas là pour faire des coups politiques avec des gens qui n'ont aucun ancrage territorial. Lui, son ancrage, il a démontré sa capacité de travail. Voilà, et parmi les 9 listes présentes aux élections régionales, il y a celle de Lutte ouvrière pour sa tête de liste, Isabelle Bonnet. Le monde du travail doit se réformer pour se relever de la crise sanitaire. Pendant cette période de crise aggravée par la pandémie, les travailleurs, ils ont porté sur leurs épaules tout le fonctionnement de la société, qui travaillent dans la voirie, qui travaillent dans les grands magasins, qui travaillent bien sûr dans les hôpitaux. C'est eux qui ont fait tout fonctionner pendant toute cette période. Eh bien, nous pensons qu'ils seraient bien mieux placés que les capitalistes qui dirigent l'économie pour faire des choix en fonction des intérêts de tous. À commencer par s'en prendre à ce chômage de masse en imposant la répartition du travail entre tout le monde. C'est vrai que c'est insupportable qu'il y ait des heures supplémentaires à gogo pour les uns, tandis que les autres perdent leur petit boulot, perdent leur travail saisonnier, perdent leur travail en intérim. Donc voilà, il y a du travail pour tout le monde. Il faut justement qu'il soit réparti entre tous les bras disponibles, avec des salaires qui permettent bien sûr de vivre. Et nous sommes convaincus que le club des milliardaires qui s'est encore élargi cette année, les bénéfices qui ont été affichés encore au CAC 40 6 mois seulement après les difficultés de la pandémie, ils devraient être justement utilisés pour maintenir les emplois, augmenter les salaires, les pensions et les allocations de tous, pour une vie digne. Enfin, on parle de sport pour tous. À Nice, début d'une semaine d'activités sportives pour les personnes en situation de handicap, enfants et adultes sont accueillis toute cette semaine. Reportage de Marie Guisto. Tire fort. Ouais, champion. Dedans. Bravo. Encore un ? Allez, bien. Michel, apprenti archer, savoure sa victoire. En situation de handicap, il sort de son quotidien parfois difficile et se met à la pratique physique. Pour la 22e édition de la journée handicap, le complexe sportif Les Combes se transforme en terrain de jeu pour cette dizaine d'adultes. Derrière chaque masque, on peut voir que les personnes en situation de handicap s'épanouissent. C'est les Jeux Olympiques qu'on fait la première fois. On n'en a jamais fait. Le but de la journée, découvrir évidemment de nouvelles activités, mais aussi apprendre à travailler ensemble. L'objectif, c'est de montrer qu'on peut faire des petites compétitions entre soi et de participer à différentes activités ludiques et sportives en faisant des petites compétitions. C'est pour faire en sorte que chacun puisse participer à la mesure de son handicap, mais qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les personnes.
Des ateliers sportifs et ludiques sous la forme de la célèbre émission de télévision Fort Boyard, ou plutôt le Fort Bagna. Les participants cherchent des indices pour ainsi trouver un trésor. Ici, ce n'est pas le père Fouras qui prononce l'énigme, mais la mère Fougas. Mon premier, l'inverse de seul. Mon second peut désigner un groupe. Mon troisième se dit en anglais together. Mon tout fait partie du nom de la manifestation. Une matinée qui s'est clôturée par la remise du trésor. Chaque participant a pu avoir sa médaille et son sac à dos. Mission réussie pour ce petit groupe. Et c'est l'heure de l'invité du Grand Direct. Huit mois après le passage de la tempête Alex sur les Alpes-Maritimes, Emmanuel Macron s'entretenait cet après-midi par visioconférence avec un certain nombre d'élus locaux, dont le maire de Breil-sur-Roya qui est avec nous en direct ce soir. Sébastien Laurent, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors d'abord, Emmanuel Macron s'est donc entretenu avec vous cet après-midi par visioconférence. On le sait, il y a quelques mois, des centaines de millions d'euros d'aide avaient été promises aux vallées sinistrées. Est-ce que le chef de l'État vous a promis que cet argent allait enfin arriver jusqu'à vous ? Le président nous a annoncé une aide à hauteur de 572 millions d'euros. Mais dans ces 572 millions d'euros, il y a beaucoup de choses. Il y a les 59 millions d'euros de l'Union européenne. Il y a les 120 millions d'euros de fonds Barnier qui vont permettre notamment les acquisitions et démolitions de biens. Il y a la dotation de solidarité, et c'est la partie qui est un petit peu décevante, c'est-à-dire le financement qui va nous être apporté pour reconstruire les infrastructures emportées par la tempête qui ne sont pas assurables. On avait estimé sur l'ensemble du département à plus d'1 milliard d'euros les dégâts, et nous allons recevoir un peu plus de 160 millions d'euros, ce qui est extrêmement peu par rapport à l'étendue des dégâts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'un mot ce qu'est cette dotation de solidarité ? C'est l'argent qui vient des caisses de l'État, en clair. Exactement, c'est de l'argent qui vient des caisses de l'État et qui va nous permettre de prendre en charge une partie des frais de reconstruction des infrastructures qui ont été détruites pendant la tempête et qui ne sont pas assurables, c'est-à-dire les routes, les ponts, les pistes, les parcs, les jardins, le mobilier urbain, tout ce qui n'est pas à proprement parler des bâtiments communaux. Donc pour vous, aujourd'hui, on est encore loin du compte malgré ces plus de 500 millions d'euros au total. C'est vrai, c'est une enveloppe globale, mais pour vous, c'est largement insuffisant encore. Le montant qui a été annoncé au titre de la dotation de solidarité est effectivement un peu décevant parce que c'est de l'ordre de 12% de ce que nous avions évalué comme dégâts. En plus de ça, le président de la République, et c'est toujours compris dans ces 572 millions, a annoncé une contractualisation à hauteur de 150 millions d'euros qui permettrait d'avoir des financements sur des opérations de reconstruction d'équipements de manière durable et résiliente. Et donc, c'est peut-être ça qui va permettre de compenser un petit peu ce qui n'a pas été pris en compte au titre de la dotation de solidarité. On a donc des montants importants qui sont annoncés. Cela étant dit, tous les dispositifs qui sont mobilisés aujourd'hui sont en fait des dispositifs de droit commun qui existent d'une manière générale pour chaque catastrophe d'ampleur. On n'a pas de financement véritablement exceptionnel qui ont été mobilisés. Ça veut dire que l'État aujourd'hui ne met pas la main à la poche en plus des mécanismes normaux, habituels dans ces cas-là ? L'État met la main à la poche plus que sur les autres catastrophes parce qu'on a une catastrophe avec des dégâts qui sont les plus importants en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, l'État est mobilisé à un niveau rarement atteint, peut-être même jamais atteint, mais par rapport à l'étendue des dégâts et aux frais auxquels les collectivités vont faire face, on a un effort qui pourrait, de mon point de vue, en tout cas au titre de cette dotation de solidarité, être plus important. Alors, la reconstruction n'a pas attendu l'argent de l'État pour être enclenchée jusqu'à présent. Qui finance concrètement et à quelle hauteur ? On a la chance d'avoir dans les Alpes-Maritimes des collectivités territoriales qui sont extrêmement présentes et extrêmement solidaires des communes. Aujourd'hui, la plupart des opérations d'investissement que j'ai pu lancer suite à la tempête pour reconstruire 2 ponts, pour réhabiliter le rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie de Breil, par exemple, ce sont des opérations qui ont été financées à des taux très importants, d'abord par le département des Alpes-Maritimes. On a aussi la région qui est présente et la communauté d'agglomération de la Riviera française. Heureusement que nous avons les collectivités, c'est grâce à elles que nous avons la certitude de pouvoir lancer ces opérations d'investissement
avec des financements sans courir le risque de nous retrouver avec des opérations entièrement à la charge de la commune. Alors à Breil, par exemple, qu'est-ce qui reste à reconstruire aujourd'hui ? Oh, beaucoup de choses. On a encore un pont qui doit être reconstruit. On a un grand chantier qui a commencé pour refaire les berges de la Roya et c'est un chantier qui va s'étaler sur plusieurs années. On a nos locaux des services techniques de la mairie qui ont été entièrement détruits, l'église qui a subi des dégâts, le camping dévasté, la piscine municipale couverte qui a été aussi très fortement sinistré. Donc voilà, sans parler du bâtiment de la Poste, de la Perception, sans parler de nos terrains de tennis, de notre stade de foot. En tout, on a estimé sur le seul patrimoine de la commune de Breil-sur-Roya à quasiment 25 millions d'euros les dégâts, dont seulement 10 millions d'euros assurés. Alors très concrètement, ces travaux, vous allez pouvoir les enclencher au rythme auquel vous le souhaitez ou bien vous allez devoir attendre que l'argent de l'État arrive ? Alors, on va pouvoir les lancer. De toute façon, on doit les lancer puisque les subventions, y compris les subventions de l'État, on ne les touche qu'après coup, une fois que nous avons payé les factures. Donc, on doit de toute façon lancer ces travaux. Et un des freins que nous allons rencontrer, que nous rencontrons, et j'en ai parlé au président de la République, c'est la trésorerie. Parce qu'il nous faut justement dans les caisses l'argent pour pouvoir avancer les financements avant de toucher les subventions. Oui, puisque l'argent de l'État va venir rembourser certains travaux engagés. C'est ça, subventionné après coup et sur présentation des factures. Et donc la difficulté pour nous, petite commune, ça va être de pouvoir avancer l'argent. Pour l'instant, il n'y a pas de dispositif existant qui nous permette de faire face à ces besoins en termes de trésorerie. Et alors quand vos administrés vous interrogent justement sur ces travaux en cours, quelle date leur donnez-vous ? Quand espérez-vous que toute cette longue reconstruction sera achevée ? Alors, pour reconstruire entièrement notre vallée, retrouver l'ensemble de nos accès, pérenniser la ligne ferroviaire, ouvrir le tunnel de Tende, je pense qu'il faudra plusieurs années, je pense au moins 3 ans. Pour ce qui est des infrastructures communales prioritaires, c'est-à-dire rétablir les ponts qui permettent de désenclaver les quartiers, libérer les pistes, et puis rétablir un fonctionnement normal des services municipaux et quelques équipements culturels et sportifs, je pense que d'ici à la fin de l'année, nous aurons déjà fait un travail relativement important. Et alors, est-ce que le drame que vous avez vécu a soulevé des questions sur l'avenir, sur la façon notamment dont sont développées les infrastructures ? En clair, est-ce qu'on va reconstruire exactement comme avant ou bien ça va être l'occasion de s'interroger sur comment davantage peut-être sécuriser ces vallées, sur le désenclavement aussi parfois de ces vallées ? Est-ce que ça a engagé une réflexion plus globale sur ces sujets ? Oui, c'est évident que nous allons reconstruire différemment de ce qui avait été fait auparavant, parce que nous avons tous la responsabilité, et l'État y veille, de tirer les leçons de ce qui s'est passé, même si on est tous convaincus que c'était un phénomène d'une ampleur inédite et sans doute une crue millénale, il faut malgré tout intégrer aujourd'hui ce risque qui est très important. Alors c'est fait au niveau des habitations, puisqu'il y a un certain nombre de biens qui ont été sinistrés pendant la tempête ou qui sont fragilisés ou davantage exposés au risque du fait du déplacement des cours d'eau, qui vont faire l'objet d'une procédure d'acquisition-démolition, qui vont en quelque sorte être délocalisés, vont devoir être reconstruits ailleurs. Et pour ce qui concerne les infrastructures publiques, nous avions par exemple un camping municipal en bordure de rivière. C'est évident que nous n'allons pas refaire ce camping municipal au même endroit, et nous allons essayer bien sûr pour cela de trouver un terrain qui n'est exposé à aucun risque naturel, mais c'est forcément difficile parce qu'on est dans des territoires avec beaucoup de relief, avec la loi montagne qui est très stricte et qui fait que beaucoup de terrains sont inconstructibles. Donc il va y avoir un dialogue à faire avec les services de l'État pour s'assurer de pouvoir ouvrir certaines zones à l'urbanisation. Ce sera, de mon point de vue, nécessaire si on veut pouvoir reconstruire de manière plus résiliente, mais reconstruire quand même. Alors voilà pour l'avenir. Alors la tempête Alex, il y a 8 mois, on s'en souvient, avait fait 10 morts et 8 disparus, dont certaines victimes étaient originaires de votre commune de Breil-sur-Roya. Aujourd'hui, comment vont vos administrés ? La population de la commune de Breil-sur-Roya, comme de l'ensemble de la vallée et des autres communes sinistrées, est extrêmement patiente, extrêmement compréhensive. Elle sait que la reconstruction va prendre du temps. Ce qui est nécessaire pour elle, c'est de voir que les choses avancent. Et nous avons tout fait avec les autres élus du territoire pour faire en sorte qu'au maximum les choses avancent, qu'on puisse avancer pour désenclaver, pour reconstruire. Et tant qu'on est dans une dynamique qui est positive, je pense que nos populations auront la force et la patience d'attendre ce qui sera un petit peu plus long. Mais voilà, je pense qu'il ne faut jamais faiblir et il faut toujours avancer, voire essayer au maximum d'accélérer
la reconstruction. Et ce qui est essentiel, évidemment, dans la Roya, c'est le rétablissement au plus tôt des accès. La route entre Breil et Vintimille, grâce à l'action du conseil départemental, devrait rouvrir au début du mois de juillet. Nous espérons pouvoir supprimer les convois entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende, disons, à la fin de l'été. Ce sont autant de choses qui sont très attendues des populations et qui font ou qui feront à l'avenir, qu'ils aborderont l'avenir avec encore plus d'espoir et de confiance. Merci Sébastien Olaran. Je rappelle que vous êtes maire du village de Breil-sur-Roya et cette information qui est l'une des informations principales de la soirée, Emmanuel Macron qui annonce plus de 500 millions d'euros pour les vallées sinistrées par la tempête Alex, un montant que vous avez jugé ce soir plutôt décevant. À la une de ce grand direct, l'affaire Air Cocaïne de retour devant la justice. Le procès en appel s'est ouvert ce matin à Aix-en-Provence. 6 accusés comparaissent dans cette affaire hors norme de trafic de stupéfiants entre la France et la République dominicaine, dont les 2 pilotes condamnés à 6 ans de prison en première instance. La PMA pour toutes, de nouveau débattue à l'Assemblée. Le projet de loi bioéthique devrait être définitivement adopté en juillet, malgré l'opposition de la droite. Certaines n'ont pas attendu l'adoption de la loi et se sont tournées vers l'étranger pour réaliser leur projet d'enfant. Témoignage à suivre. Et puis le monde de la culture commence à respirer. Nouvel assouplissement du couvre-feu porté à 23h ce mercredi. Festivals et autres concerts estivaux se préparent. Où ferons-nous la fête cet été? On en parlera avec notre invité Benoît Gély de l'agence d'événementiel Panda Events dans un quart d'heure. Nouvel épisode dans le long feuilleton judiciaire de l'affaire Air Cocaïne. 6 accusés comparaissent devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont les 2 pilotes qui ont toujours crié leur innocence. En 2013, un chargement de près de 700 kilos de cocaïne avait été découvert dans un jet privé en République dominicaine. Précision à Aix-en-Provence de Valentin Rodriguez. Les 2 pilotes savaient-ils qu'ils transportaient de la cocaïne? C'est la question qui sera de nouveau au cœur de ce procès en appel. Lors du premier procès en 2019, les juges avaient estimé que Pascal Fauré et Bruno Odos avaient bien participé à un trafic de drogue en bande organisée entre la France et la République dominicaine. Tous 2 avaient été condamnés à 6 ans de prison. Les 2 accusés ont toujours juré qu'ils ignoraient qu'ils transportaient 680 kilos de cocaïne lorsqu'ils ont été arrêtés une nuit de mars 2013 sur le tarmac de Punta Cana. S'en sont suivis 15 mois d'emprisonnement sur place avant une fuite rocambolesque. Les anciens pilotes militaires avaient alors réussi à s'enfuir de cette île où ils venaient d'être condamnés à 20 ans de prison. À leur côté, dans le box des accusés pour ce nouveau procès, les 2 co-gérants de la société d'aviation d'affaires qui les employaient, eux aussi condamnés à 6 ans de prison en 2019. Un 5e accusé au profil très différent occupera les débats. Le commanditaire présumé, Ali Bouchareb, un Stéphanois de 50 ans qui avait écopé de la peine la plus lourde en première instance avec 18 ans de réclusion. L'un de ses avocats a demandé ce matin sa remise en liberté et le report du procès, des demandes rejetées par la cour d'appel. Je vous propose d'écouter sa réaction. Écoutez, 2 choses. D'abord, un refus de renvoi et une comparution dans des conditions qui ne nous paraissent pas conformes pour 2 témoins. Et puis, par ailleurs, une mise en liberté qui n'est pas ordonnée. Donc un homme qui est jugé, détenu, avec un appel maintenant très ancien pour lui, une détention très longue, et un délai qui est considéré comme raisonnable, alors qu'il est plus long que le délai maximum prévu par la loi dorénavant. Voilà, pour nous, ce n'est pas un augure très favorable. Le procès de l'affaire Air Cocaïne doit durer jusqu'au 9 juillet prochain. L'ouverture de la PMA à toutes les femmes de retour à l'Assemblée. Principale mesure du projet de loi bioéthique qui est débattu pour la 3e fois par les députés. L'opposition de droite n'a d'ailleurs pas dit son dernier mot et a déposé près des 2/3 des 1550 amendements. La mesure qui cristallise les débats, on le sait, c'est l'extension de la PMA aux couples de femmes et la reconnaissance anticipée. C'est ce qui permet à la compagne d'une femme enceinte d'être reconnue, elle aussi, comme la mère de l'enfant. Voici le témoignage d'une mère de 2 enfants, justement, dont la compagne a eu recours à 2 reprises à la PMA en Espagne. En fin de compte, cet enfant qui naît, elle a juste une maman, donc d'où cette loi qu'il faut mettre en place rapidement, parce que la 2e maman ou le second parent, il n'est pas reconnu par la loi. S'il se passait quoi que ce soit, si mon enfant à l'école il tombait, il fallait le faire opérer et tout, je ne pouvais pas dire allez-y, opérez-le. Non, j'avais aucun droit, j'étais rien. On le sait, beaucoup d'habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur attendaient avec impatience de pouvoir refaire des petites virées du côté de l'Italie. Eh bien, c'est désormais possible et c'est possible sans même passer de test PCR. Reportage à Vintimille, signé Claudia Olivier.
Dis-moi, il y a combien dans le bout là? Il me faut 500 grammes. Ouais, il y en a. Voilà 1 an et demi que Michel et sa femme n'avaient pas mis les pieds à Vintimille. Aujourd'hui, ils sont ravis de pouvoir revenir sans test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. On est venu faire les courses, on allait habituellement ici, qui est un grand spécialiste, et on est heureux de retrouver la liberté, et eux sont sans doute heureux de retrouver des clients, parce que ça a été sans doute très difficile pour eux. Depuis mercredi dernier, un arrêté du ministère de la Santé italien a assoupli les mesures d'entrée dans le pays, une décision qui soulage ce commerçant. J'espère qu'on ne fait pas comme l'année passée, on espère que maintenant avec les vaccinations et tout, on recommence la liberté, la tranquillité. Qu'est-ce qu'on a perdu avant et c'était un peu triste. Les Azuréens peuvent se rendre librement en Ligurie sous certaines conditions, résider à moins de 60 km de la destination et pour un séjour de moins de 24 heures, une sensation de liberté retrouvée. Non, sans contrôle par l'autoroute, la vie reprend son cours. Ça fait plaisir. Pas besoin d'aller prendre un rendez-vous pour un test. On passe la frontière d'un côté, on repart de l'autre côté. C'est magnifique. Autre bonne nouvelle, la région est passée en zone blanche. En plus de la fin du couvre-feu, les restaurateurs peuvent de nouveau, avec une demi-jauge, accueillir les clients dans leur établissement. C'est la fin d'un cauchemar. C'est la fin d'un cauchemar parce qu'on a beaucoup souffert jusqu'à fin avril. Là, tout est reparti encore mieux et plus fort. Et même en ville, vous avez constaté, les Français sont revenus. Et nous, Vintimille, sans les Français, on est morts. Ce commerçant compte donc beaucoup sur les clients français, qui représentent plus de 80% de sa clientèle. La campagne des régionales, on le sait, la sécurité n'est pas une compétence des régions. Et pourtant, en PACA, les thématiques sécuritaires se sont invitées dans la campagne. Ce matin, la tête de liste du Rassemblement national, Thierry Mariani, présentait le volet sécurité de son programme. Et cela à moins de 2 semaines du premier tour du scrutin. Il a notamment fait des propositions pour améliorer la sécurité dans les gares et dans les trains. Donc on a la compétence des trains, on a la compétence des lycées, on a la compétence de l'aide aux communes. Et bien dans ces 3 domaines, la région peut intervenir sur la sécurité. Nous le disons clairement, je vous rappelle que de 2018 à 2019, ce sont les chiffres de la sécurité ferroviaire, ce sont les chiffres redonnés par le Figaro, plus 72% d'actes de violence dans les trains et dans les gares. Et donc nous disons très clairement, nous voulons une police de sécurité ferroviaire qui soit portée à 500 personnes. Nous prenons l'engagement d'embaucher 70 personnes chaque année. Voilà, Thierry Mariani qui était dans le viseur ce week-end de Renaud Muselier, la tête de liste des Républicains, qui tenait meeting samedi à Fréjus, alors qu'on le sait, les listes de droite et d'extrême droite sont données au coude à coude dans les récents sondages. Renaud Muselier a reçu la visite et le soutien de Christian Jacob, président de son parti, les Républicains. Tout semblait pardonné ce week-end après l'alliance ratée, on s'en souvient, de Renaud Muselier avec la majorité. Direction Marseille à présent avec la mobilisation de parents d'élèves ce matin dans le 13e arrondissement de la ville pour réclamer davantage de personnel dans l'établissement. Ce collège est en effet celui qui compte dans tout le département les plus faibles effectifs. Reportage de Lucas Licata-Caruso. Il n'y a plus d'infirmières scolaires dans le collège. Si vous arrive quoi que ce soit, il n'y a plus personne pour s'occuper de vous. Plus d'infirmières scolaires, un seul CPE et 5 surveillants pour 650 collégiens. Les parents d'élèves sont en colère. Ils bloquaient ce matin le collège Jean Giono, situé dans le 13e arrondissement de Marseille. Depuis plus de 3 ans, ils réclament en vain du personnel supplémentaire. Il n'y a pas de surveillance dans les couloirs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les enseignants qui sont obligés de faire la surveillance. Et les premières minutes de cours sont vouées à ça, c'est pas leur rôle. C'est un collège qui est normalement pour 350 élèves, on va bientôt arriver à 700 élèves et le nombre de personnel n'a pas augmenté depuis. Donc on part à la catastrophe d'ici la rentrée, quoi. En soutien à la mobilisation des parents d'élèves, les enseignants du collège ont décidé de suivre le mouvement. Ils se sont mis en grève. Eux aussi dénoncent le manque d'effectifs dans l'établissement. Ça pose des problèmes au niveau de la sécurité des élèves, ça pose des problèmes au niveau du suivi aussi des élèves. On est en REP, donc du coup on a besoin en fait de moyens et on ne les a pas. Un manque de personnel au sein du collège qui oblige cette encadrante à occuper plusieurs postes à la fois. Elle accompagne des élèves en situation de handicap et est également surveillante. Je travaille là entre midi et 2 pour la cantine, c'est pas possible. On est trop peu, il se passe beaucoup d'accidents. Dans les toilettes, dans les couloirs. On ne peut pas tout gérer en même temps. Pour pallier le manque de personnel, les parents d'élèves ont organisé eux-mêmes une campagne de recrutement.
Des dizaines de CV qui seront transmis à la direction académique. Cette dernière a d'ailleurs reçu cet après-midi les parents mobilisés. L'inspection académique des Bouches-du-Rhône assure tout mettre en œuvre pour que la rentrée prochaine puisse se faire dans de meilleures conditions. Des réponses claires et définitives sont attendues le 18 juin prochain. À retenir dans l'actualité de votre région ce soir, la PMA pour toutes de nouveau débattue à l'Assemblée. Le projet de loi bioéthique devrait être définitivement adopté en juillet, malgré l'opposition de la droite. Certaines femmes d'ailleurs n'ont pas attendu l'adoption de la loi et se sont tournées vers l'étranger pour réaliser leur projet d'enfant. C'est le témoignage que vous entendrez tout à l'heure dans le Grand Direct. Le procès en appel de l'affaire Air Cocaïne s'est ouvert ce matin à Aix-en-Provence. 6 accusés comparaissent dans cette affaire hors norme de trafic de stupéfiants entre la France et la République dominicaine, dont les 2 pilotes qui avaient été condamné en première instance à 6 ans de prison. Et puis plus que 2 jours, vous le savez, avant l'allègement du couvre-feu qui sera porté à 23h, impatience des restaurateurs qui pourront servir en salle à présent, impatience aussi des clients sur les terrasses de Nice notamment. Tout de suite l'invité du Grand Direct. Bonsoir Benoît Gély. Bonsoir. Vous êtes président de Panda Events. Alors c'est une association qui produit des événements, qui produit de l'événementiel sur la Côte d'Azur, dans la région. Tout d'abord, comment vous accueillez le nouvel assouplissement des mesures sanitaires dans 2 jours, et notamment ce couvre-feu qui va être repoussé une nouvelle fois donc de 21h à 23h? Oui, donc bien évidemment, 21-23, c'est vachement mieux, notamment quand on fait des concerts et qui se passent généralement en soirée. Bon, il se trouve que pour nous, on avait anticipé de ne pas travailler en juin, on sentait que c'était assez difficile, donc on s'est tout de suite positionné sur le prochain. Ça veut dire que vous n'avez pas organisé d'événement en juin, vous vous êtes dit on va attendre le 8. On va attendre celui de juillet, et puis pas de machine en arrière, parce qu'on a eu quelques-unes ces derniers temps, etc. Et être sûr, en juillet, essayer de proposer une belle saison estivale à partir du 2 juillet en ce qui nous concerne. Alors cette fois, ça y est, c'est parti, il y aura bien une saison de l'événementiel, des festivals, des concerts cet été. Ce sera quoi les événements majeurs ? Donc, comme il y avait beaucoup d'incertitudes encore sur cet été, on a essayé de partir depuis plusieurs mois sur un concept assez simple, de limiter les jauges, de faire des événements rarement plus de 1000 personnes et de jouer un maximum assis. Comme ça, on est sûr de pouvoir respecter un maximum les contraintes sanitaires. Concernant les jauges, vous pourriez aller au-delà de 1000 personnes cet été, c'est bien ça ? Oui, a priori, oui. Mais vous faites le choix tout de même de maintenir cette jauge. Oui, exactement, parce que mettre en place un événement, c'est compliqué, et ça fait plusieurs fois depuis 1 an et demi qu'on repart en arrière et qu'on revient en avant. Donc là, on s'est dit que la jauge de 1000, assis, en distancié, socialement, etc., c'est normalement des événements qui pourront avoir lieu et sur lesquels il est peu probable qu'on nous demande de modifier ou de changer ou d'annuler. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ce soir d'événements que vous avez prévu cet été, que vous allez organiser, sur lequel vous avez mis en place un dispositif particulier concernant les gestes barrières, concernant le strict port du masque, et comment vous comptez faire respecter ces règles-là ? Ouais, le plus flagrant, ça reste comme l'organisation des plages électroniques, qui normalement accueille 20 000 personnes par jour, debout et de manière assez festive pendant l'été. Mais là, on est passé sur un format de 500 assis, donc on voit bien le gap de 20 000 debout. C'est assis cet été. On va avoir du mal à rester assis quand même. Ouais, puis on a adapté nos programmations musicales. On a fait plutôt des concerts, des lives. Alors ça, pour nous, autour d'un environnement de musique électronique, mais comme la musique électronique est très large, tout peut rentrer au final dans la musique électronique, et ça nous permet aussi de jouer des artistes ou des groupes qu'on aime bien et qui n'auraient pas forcément joué. Exactement, par exemple. Ouais. D'accord, donc une musique plus posée, un peu plus tranquille. Ouais, on aime pour bien. Autant, plus contemplative. Ouais. Pour autant, question un peu bête, mais qu'est-ce que vous faites si tout le monde se lève et danse ? Parce qu'on peut difficilement contraindre les gens de rester assis à un concert en plein air. Le but du jeu, c'est qu'on va essayer de les asseoir sur des formats assis, mais un peu en mode de canapé lounge, comme vous serez un peu en terrasse d'une plage ou des choses comme ça. Et il y aura vraiment une musique assez contemplative, donc on espère vraiment qu'ils resteront assis. Ils s'assieront par regroupement familial, autour de 8 autour des tables, avec des placeuses. Et la musique sera jouée à un volume assez bas. Donc ce sera une édition encore un peu sage cette année. Non, on se positionne vraiment comme une soirée-concert, presque soirée gala. Et si, par contre, à J-7 ou J-10, où on voit qu'il y a des possibilités de changer de format, on pourra éventuellement s'adapter, mais on ne fait pas l'inverse. Là, on essaie vraiment de travailler sur ce format où on demandera aux gens de s'asseoir, où il y aura des entractes, où ils pourront à ce moment-là aller chercher à boire et à manger, se réasseoir, remettre le masque, bien évidemment.
Et alors, est-ce qu'il y a des événements auxquels vous avez encore renoncé cette année en vous disant non, là, c'est pas possible, c'est vraiment trop compliqué, ou au contraire, vous allez pouvoir organiser tout ce que vous souhaitiez organiser? On essaie d'en organiser un maximum. Après, ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où on fait de la musique festive, c'est là où c'est difficile. C'est quand on fait beaucoup de monde et que ça devient festif et que ça devient dansant, etc. Donc, on a essayé d'adapter tous nos formats en jouant de plus en plus de concerts, un public de plus en plus assis. Donc, on a fait peu d'impasses. On se pose quand même pas mal de questions sur notre festival Crossover qui aura lieu en septembre, parce que autant on a une visibilité sur l'été. Alors, on peut expliquer ce que c'est le festival Crossover pour ceux qui C'est un festival qui a lieu 10-11 septembre et qui est cette année au Nicaïa. Donc là, on est sur des grandes jauges, une jauge de 12 000 personnes en intérieur. Donc là, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Donc là, il y a encore une incertitude. Il y a encore des incertitudes, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on sent, mais on sent aussi que ça va évoluer, et notamment avec la mise en place du pass sanitaire et la réussite de la mise en place du pass sanitaire qui peut ouvrir des portes sur les concerts de la rentrée en intérieur. Vous le souhaitez, le pass sanitaire? Pour vous, c'est une bonne chose? Moi, je souhaite surtout que les artistes reprennent le chemin des salles et que le public reprenne le chemin des salles. Après, j'ai pas forcément vocation à décider. Si demain on vous dit, voilà, pour les événements de plus de tant de personnes, 1000 personnes par exemple, il faut que les personnes présentes soit un certificat de vaccination, soit un test négatif à l'entrée, et ça vous impose de mettre du personnel qui contrôle ces choses-là à l'entrée, etc. Vous seriez prêt à le faire, ou pour vous c'est vraiment trop compliqué, ou c'est pas votre rôle? Déjà, au final, on met en place beaucoup d'actions au niveau sanitaire, dans la circulation, dans l'assise, dans le masque, dans les gestes barrières, dans le gel hydroalcoolique. Donc là, il faudrait rajouter en plus le pass sanitaire. Moi, je pense qu'il faut qu'on retrouve que les artistes jouent et que le public aille voir les artistes. Donc, et a priori, il y a des sondages qui ont été faits par des syndicats professionnels, et le public semble à peu près d'accord avec la mise en place d'un pass sanitaire si ça lui permet de retourner en concert en soirée. Après, donc ça veut dire que le public ne déserterait pas, même si on ajoutait... Je pense qu'il peut déserter un peu, donc il faut quand même qu'on soit accompagné s'il y a un manque de public, sur la pédagogie vis-à-vis du public, sur l'information, sur la mise en place du process, etc. Il faut un fort accompagnement, il ne faut pas qu'on se retrouve tout seul à un moment donné, et c'est plutôt ce qui me fait peur aussi. Il faut aussi savoir une fois, s'il y a le pass sanitaire, est-ce qu'ils auront le droit d'être debout, est-ce qu'ils auront le droit de danser, est-ce qu'ils porteront le masque debout, est-ce que c'est un pass sanitaire, on le gardera encore à la rentrée, est-ce que c'est pour 2022, on peut imaginer 100, donc il y a encore beaucoup de questions qui se posent, mais en tout cas, le fait de passer de 0 événement pendant un an à des événements cet été et préparer la rentrée, on est très favorable à écouter tout, entretenir tous les dialogues, les discours. Et alors, on parle beaucoup des gens qui ont envie de retrouver les terrasses, les restaurants, qui ont envie de faire la fête, mais il y a peut-être aussi du public que vous avez perdu, qui n'est peut-être pas prêt à revenir tout de suite. Est-ce que vous sentez que pour les événements culturels, il faut peut-être retourner chercher un peu le public, ou pas du tout? Moi, j'ai l'impression qu'on trouve que le public, il a vraiment envie de refaire la fête, mais il peut pour cela aller dans les restaurants, dans les bars, dans les plein air. Et je pense que tout le monde va avoir de se sociabiliser, de convivialité. Donc ça, je pense que ça va être très fort. Et je pense que pour aller faire un acte d'achat d'un ticket, refaire confiance à une orga, alors que pendant un an, on a fait annulation, report, la confiance du public envers les organisateurs devrait être très forte. Et on va essayer de montrer le plus patte blanche possible, et j'espère que notre public nous suivra, mais c'est possible qu'au milieu de tout cela, il y a des publics, et soit d'ailleurs des problèmes d'argent, soit des problèmes de confiance, ou soit... donc je suis quand même très craintif quant à cet été, mais je pense que comme on est sur des petites jauges, on aura quand même un vrai engouement d'une partie du public. Après, refaire les grosses jauges, ce sera compliqué. Peut-être un nouveau public aussi, puisque cette année, les Français vont encore, on l'imagine, assez peu partir à l'étranger. Beaucoup vont rester en France. Donc il y aura beaucoup plus de Français peut-être que d'habitude sur la Côte d'Azur, et peut-être moins d'étrangers. Est-ce que peut-être ce sera aussi l'occasion de faire découvrir des concerts, des festivals à un nouveau public ? Ouais, ce qui est sûr, c'est que ça rejoint le fait qu'on ait une programmation française cet été, parce qu'on n'a pas programmé d'internationaux, parce qu'on ne sait pas si les frontières vont être ouvertes et comment ça va vraiment se passer. Bon, du coup, ça fait une programmation franco-française. Ça a des avantages et des défauts, mais en tout cas, ça a les avantages de faire découvrir beaucoup d'artistes français qui auront pour cible, la musique française marche surtout sur les Français, pour le coup. Donc, normalement, le public français sera là aussi, et il y aura une rencontre. Allez, est-ce qu'il y a un artiste chouchou qui va jouer cet été lors d'un de vos événements dont vous avez envie de nous parler? Non, il y en a plein, parce que je suis super content de notre programmation. Après, voir celui qui va cartonner cet été, non, mais on accueille des artistes comme Philippe Catherine, comme Pomme, comme Aaron, comme Sébastien Tellier,
comme tu la signes, comme Iseut, c'est beaucoup d'artistes qu'on adore. Tous ceux-là ont déjà une notoriété très forte. Ouais, après, je pensais peut-être à de jeunes artistes qu'on va découvrir, qu'on ne connaît pas encore. En première partie de Sébastien Tellier, il y a Cristal Meuret à Villa-Plage, qui est un artiste auquel on croit beaucoup. Voilà. Et un artiste de chez nous aussi, Mehdi, voilà, qui va revenir sur scène 2-3 fois cet été et qu'on attend sur les Nuits Guitare en l'occurrence. Et puis je crois aussi que vous avez lancé un label. Vous avez une actualité aussi là-dessus. Vous avez peut-être envie d'en dire un mot pour terminer? Oui, exactement. Il y a avec justement Mehdi, qui a créé il y a quelques années le label Diamond Music, avec la volonté de découvrir et d'accompagner des artistes d'ici et pas que, et en tout cas d'avoir un son 06 et d'avoir ce label de qualité sur le territoire. On l'accompagnait sur la partie live et concert, et là, ça se passait tellement bien, on est devenus amis, et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Et là, par contre, je pense que la période du Covid, où pendant un an, on n'a pas pu faire de spectacle et tout ça, ça nous a permis de nous concentrer sur la création de ce label et la rentrée en participation dans ce label, avec beaucoup d'idées, et on est très ambitieux, et on pense qu'on va faire de belles choses, parce que les artistes sont là, donc quand les artistes sont là, il n'y a plus qu'à accompagner. Donc cette crise a été l'occasion de vous réinventer un tout petit peu. Oui, bien sûr. Merci Benoît Gély. Je vous en prie, on retrouvera pendant Even sur de nombreux événements, je pense, cet été, avec une jauge, bien sûr, avec encore des contraintes sanitaires, mais tout de même, on devrait pouvoir se retrouver pour faire un petit peu la fête. Merci d'avoir été avec nous dans le Grand Direct ce soir. Et pour faire la fête, eh bien, on trinque, forcément. On va parler des vins de Provence à présent. On le sait, ils n'ont pas toujours eu bonne presse. Pourtant, aujourd'hui, les vins de Provence ont réussi un petit peu à redorer leur blason. On va du côté du Var pour ce reportage signé Marion Colangelo. Il y a quelques années encore, les vins de Provence ne faisaient pas recette. Aujourd'hui, tout a changé. Les rosés ont gagné en qualité et les vins de Provence ne cessent de progresser. Par vin de Provence, on entend surtout le mot rosé, qui est l'un des vins les plus connus ici. Anciennement, on disait que le rosé donnait mal à la tête. Et aujourd'hui, à travers le travail exceptionnel des producteurs, mais aussi des fédérations du vin qui nous permettent de communiquer largement sur les produits, le vin est vraiment devenu quelque chose d'exceptionnel à travers les arômes, le côté fruité, sur les fruits rouges, léger et clair en même temps. Donc c'est ce que recherchent les consommateurs aujourd'hui. Preuve en est, ce domaine situé à Cogolin a été racheté en 2013 par un grand nom du prêt-à-porter. Beaucoup de terres viticoles varoises sont rachetées par de grandes fortunes françaises et leurs vins s'exportent aux 4 coins du monde. En France, aussi sur la région PACA, mais aussi surtout à Lyon, sur Paris et aussi en export. Donc généralement en Europe. Aujourd'hui, sur les terrasses des restaurants, les vins de Provence sont partout, quelle que soit leur couleur. La qualité est parfaite, elle est parfaite. Mais dans les vins de Provence, c'est du haut de gamme. Maintenant, c'est devenu, à l'époque, c'était un vin tout blanc, que maintenant, il s'est vraiment agrémenté d'une façon extraordinaire. Très très nette amélioration depuis quand même pas mal d'années, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualité qu'on ne trouvait pas il y a 20 ans. En vin de Provence, aussi bien en rouge qu'en rosé et qu'en blanc. Des cépages sélectionnés avec soin, leur assemblage étudié avec minutie et des goûts souvent légers et fleuris. Des vins de Provence, parfaits pour la belle saison. Voilà, et à consommer avec beaucoup de modération, évidemment. On en parle avec Brice Aymar. Bonsoir. Vous appartenez au Conseil interprofessionnel des vins de Provence. Merci d'être en direct avec nous. Alors, est-ce que cette année, durant laquelle les habitudes de consommation ont été beaucoup bousculées en matière de vin, le vin qu'on consomme souvent au restaurant, qu'on peut consommer aussi chez soi, mais évidemment la fermeture des restaurants a bousculé un petit peu les habitudes. Alors finalement, est-ce que ces derniers mois, cette dernière année de crise sanitaire a été une bonne ou une mauvaise année pour les vins de Provence ? Dans le contexte, bonsoir déjà, dans le contexte qu'on a connu, on pourrait dire quand même que c'était une plutôt bonne année. Les vins de Provence ont tiré leur épingle du jeu. La demande à l'international est très forte et elle est restée très forte pendant l'année 2020 puisqu'on a même progressé à l'exportation. Et en France, la fermeture des restaurants a fortement impacté la consommation, mais on a été très bien vendu en grande distribution chez les cavistes. Donc le rosé est plébiscité depuis plusieurs années et malgré la situation sanitaire, il l'a encore été en 2020. Alors, les vins de Provence n'ont pas toujours eu bonne réputation, on le disait dans le sujet. Aujourd'hui, est-ce que les vins de Provence réellement sont meilleurs ? Bon, je me doute que vous n'allez pas vraiment me dire le contraire. Ou bien est-ce que c'est d'abord une question d'image ? Je veux dire, la qualité a changé avant l'image. C'est-à-dire que tout a changé depuis une vingtaine d'années.
Les vignerons de Provence ont beaucoup investi dans les années 90 sur leur matériel, sur leurs outils de production dans les vignes. En 1999, ils ont créé le Centre de recherche du rosé pour faire progresser justement la qualité et toute la connaissance sur le rosé à la vigne et dans les caves. Et donc le vin a fait un bond qualitatif entre les années 90 et 2010. Et depuis les années 2010, il est en plus plébiscité à l'export, c'est-à-dire que les Américains, les Anglais, les Australiens même ont une demande très forte de nos vins. Et donc le vin de Provence est devenu tendance, glamour et un pouvoir évocateur très fort dans l'esprit des consommateurs, en particulier les moins de 40 ans. Et puis il y a des effets de mode aussi sur le vin, c'est comme partout. Est-ce qu'aujourd'hui ce sont plutôt les rosés très légers, très clairs, les gris notamment, qui ont beaucoup de succès ? Alors en fait, c'est vrai que les consommateurs, les millennials comme on les appelle, ont beaucoup fait pour le succès du rosé. Et dans les modes de vie actuels, les consommateurs se tournent beaucoup vers des produits plus décomplexés, plus décontractés, plus légers pour l'apéritif, hors repas. Donc c'est vrai qu'on a une consommation qui est moins traditionnelle qu'il y a 20 ans. Et ça profite au vin rosé, au vin blanc aussi par exemple, ou aux bières artisanales. Donc tous ces produits qui sont adaptés à un moment de consommation plus léger que le repas traditionnel que l'on connaissait il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans le Var, on a réussi à développer un tourisme aussi autour de l'œnologie ? On sait qu'on peut facilement aller faire les caves de Bordeaux, par exemple, les caves de Champagne. C'est peut-être moins évident dans le Var. Est-ce qu'aujourd'hui, on a réussi à développer ce type de tourisme ? Alors oui, c'est même très très attractif. Pour vous donner un exemple, la Provence a été la région la plus primée au trophée de l'œnotourisme la semaine dernière. Donc des trophées de l'œnotourisme qui ont lieu tous les ans au niveau national. C'est la Provence qui a été arrivée numéro 1 devant Bordeaux pour les caves nominées et lauréates. Donc il y a une activité œnotouristique qui est très forte et très vaste. Donc on a 400 domaines qui sont labellisés dans la route des vins. Et dans ces 400 domaines, vous avez évidemment de la dégustation et de la vente au caveau, mais vous avez de l'hébergement, vous avez des activités œnotouristiques comme ça peut être des cours de yoga, ça peut être de l'acrobranche, ça peut être du canoë ou des food trucks, des soirées cinéma, des musées. Donc vous avez énormément d'activités qui sont proposées. Alors je pourrais pas toutes vous les dire là. Oui, donc autour d'un tourisme plus large. Exactement. Merci. Et en fait, si je peux inviter vos téléspectateurs, c'est qu'on a une application qui s'appelle Destination Vin de Provence, qui vous géolocalise et qui vous redonnera en fait tous les domaines et toutes les activités qui sont proposées cet été. Et donc c'est le meilleur moyen, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le vignoble cet été. Merci Brice Aymar. Merci Brice Aymar d'avoir été en direct avec nous et de nous avoir vanté ce soir les vins de Provence à consommer encore une fois avec modération. On va parler un petit peu de sport pour terminer. Après de longs mois d'arrêt, les sportifs peuvent enfin retrouver le plaisir de la compétition. On va aller du côté de Saint-Cyr-sur-Mer à la rencontre de joueurs de paddle qui ont disputé tout le week-end les premières qualifications pour les championnats de France. Yental Criado. Le bruit des balles qui rebondissent sur la vitre sonne comme un nouveau souffle pour les joueurs. Après de longs mois d'arrêt, les compétitions sportives peuvent reprendre. C'est le cas dans ce club de tennis de Saint-Cyr-sur-Mer qui accueillait ce week-end un événement de taille, la phase départementale des championnats de France de paddle, ce sport de raquette en plein essor. Là, ça faisait quelque chose comme 6 mois, donc c'est pas compliqué, hein, ça démange la compétition. On en a besoin, donc les sportifs sont contents de reprendre tout court et d'autant plus avec un événement de cette importance, effectivement. Oui. Depuis le confinement de novembre dernier, le paddle a été l'un des rares sports à pouvoir être pratiqué malgré la crise sanitaire. Mais avec un couvre-feu à 18h, difficile de s'entraîner à sa guise. C'est très frustrant. Donc on a l'habitude de courir, de s'amuser et se retrouver sans jouer, c'est terrible, quoi. Ça a un impact sur la vie, quand même. Alors aujourd'hui, les compétiteurs sont plus que jamais soulagés et heureux de retrouver leur terrain de jeu. Ça fait vraiment plaisir, même si vraiment on manque de rythme. Mais l'envie est là, on est venu, on sait qu'on va pas gagner grand chose aujourd'hui, mais on est venu surtout pour le plaisir et pour on va dire se préparer aux prochaines compètes, parce qu'on sait qu'à partir de maintenant, on va pouvoir jouer beaucoup plus régulièrement. Pour cette première phase de qualification, 32 joueurs de tout le département ont répondu présents ce week-end. Les championnats de France de paddle se poursuivent avec la phase régionale prévue à la fin du mois à Aix-en-Provence. Tout de suite, une nouvelle heure d'information. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.